Ce deuxième invité, c'est Laure Mondeville. Bonjour Laure, grand reporter au Figaro, ancienne correspondante en Russie, co-auteur avec Constantin Sigoff aux éditions Talent du livre « Quand l'Ukraine se lève » que l'on voit là, qui est sorti, si je ne m'abuse, il y a 7-8 mois maintenant, à l'automne 2022. Alors, bien évidemment, vos fonctions vous obligent à vous tenir parfaitement informé de ce qui se passe de l'autre côté, là-bas, à l'est du continent européen. Est-ce qu'il vous semble, au vu de ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours, dirons-nous, de la semaine écoulée, que nous sommes partis dans une espèce de spirale action, réaction, vengeance, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, qui, dans l'état actuel des choses, a peu de chances de s'inverser, notamment en mer Noire, mais pas que. Oui, enfin, il me semble que, en tout cas, ce qui est frappant, c'est que depuis les turbulences, je dirais les convulsions absolument spectaculaires que nous avons vues se dérouler à Moscou, on a vu Vladimir Poutine tenter, après avoir été profondément humilié et à mon avis déstabilisé par ce qui s'est passé, revenir sur le devant de la scène internationale avec une série d'initiatives d'une grande agressivité, comme si, d'une certaine manière, il reprenait en quelque sorte la main en disant « je suis là et je suis plus que jamais là pour mener cette guerre, pour continuer en fait mon offensive et atteindre mes objectifs ». Et c'est vrai que c'est spectaculaire de voir à la fois se déployer l'agressivité russe en mer Noire et aussi, disons-le, en Biélorussie, en direction de la Pologne, et tout cela évidemment dans un contexte extrêmement étrange à gérer pour les Occidentaux, parce que on a d'un côté une sorte de si vous voulez, de monde presque imaginaire qui est en permanence mis en scène par Vladimir Poutine, oui, avec ses références historiques qui sont des tissus de mensonges absolument énormes, mais qu'il assène avec un aplomb tel que les Occidentaux en sont absolument sidérés et ont beaucoup de mal à reprendre leurs esprits, à comprendre ce que tout cela veut dire. Et donc cette espèce de théâtre, je crois qu'il y avait un commentateur polonais il y a quelques jours qui parlait d'une scène de théâtre en parlant de la rencontre entre Poutine et Loukachenko dans un asile psychiatrique. Mais le problème, c'est que en réalité, cet asile psychiatrique, c'est la Russie aujourd'hui. C'est le visage du pouvoir russe. C'est les proches de Poutine qui se livrent à des discours absolument délirants, avec des insultes, où il n'y a plus aucun surmoi, par exemple, dans leur expression. Et on a vu aussi, d'ailleurs, comme s'il y avait maintenant une continuité absolue entre ce que fait le Biélorusse, enfin, ce qui se passe en Biélorussie, oui, et en Russie, où on a vu aussi, il y a un des porte-paroles ukrainiens, Anton Gerashenko, qui nous a donné l'habitude, en fait, de relayer tout ce qu'il y a de plus terrifiant, en fait, dans la rhétorique du Kremlin et de ses propagandistes, qui a relayé une émission affreuse d'un propagandiste biélorusse où il insulte le Parlement européen en traitant tous les députés de vermine, de salopards. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Laure Mondeville, de ce que vous savez, parce que bien évidemment, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas allé vous-même en Russie depuis un moment, parce que c'est difficile maintenant d'aller en Russie, mais vous avez encore des contacts là-bas qui vous tiennent au courant. Est-ce que Poutine, au point d'outrance où il en est, après 1 an et demi de guerre, après 100 000 morts, dit-on, sur le terrain, ce qui est quand même colossal, etc., a toujours le soutien de son peuple? Oui, ça c'est une vraie question, mais ce qui me paraît, je pense qui ne peut pas appeler une réponse non affinée, c'est-à-dire que oui, on ne peut pas prendre le peuple dans son ensemble. Il me semble qu'il y a des fractures, des lézardes dans la muraille, ou disons dans la carapace du pouvoir russe, qui révèlent des failles même à l'intérieur du pouvoir, donc certainement dans la société, mais évidemment je suis pas du tout en mesure de vous donner une photographie précise de ce qui se passe en Russie. Ce qu'il me semble, c'est qu'il y a encore une partie suffisamment conséquente du pouvoir de la société russe qui le soutient, ou en tout cas qui ne fait rien pour
pour arrêter la guerre, pour le freiner, vous avez quand même des dizaines de milliers, des centaines de milliers de soldats qui sont prêts à partir sur le front, des gens qui sont mobilisés, qui rejoignent, des réservistes qui rejoignent leur poste, qui continuent à aller se faire tuer, etc. Donc il y a, si vous voulez, des informations très contradictoires. Je voyais que les services de renseignement occidentaux parlaient de pourcentages importants de soldats qui, je ne sais pas d'où ils sortent ces informations, qui seraient prêts à se rendre, etc. Donc honnêtement, on ne sait pas du tout. Il y a une espèce de chape aujourd'hui sur la Russie qui fait que c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que le régime a encore une réserve de pouvoir et qui est liée aussi à l'appareil répressif absolument formidable dont il dispose. Et vous savez qu'aujourd'hui, Poutine est en train de renforcer encore la garde nationale russe pour en faire une sorte de garde prétorienne formidable, d'Oprichina à la Ivan le Terrible, qui évidemment lui permet de continuer à envisager une action à l'extérieur complètement déconnectée de ce que pourrait être la volonté des gens. Laure Mandeville, dans le sillage de ce voyage absolument inimaginable qu'a fait Loukachenko en Russie ces derniers jours, on en a parlé d'ailleurs ce matin à l'antenne, Nevin Potros nous a montré qu'à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, il y a des troupes qui se massent, les Polonais vont créer une unité spéciale de protection de cette frontière, il y a des blindés qui sont arrivés, etc. etc. Est-ce que, mis à part la mer Noire, qui est un point d'ancrage potentiellement extrêmement dangereux, est-ce que cette partie-là aussi de l'Europe est susceptible d'être le prochain point d'explosion ? En tout cas, il y a une énorme... Parce que les Polonais, on a l'impression que ça les démange de rentrer aussi dans ce conflit. Ils ne peuvent pas le faire. Ils font partie de l'OTAN, donc c'est impossible qu'ils y aillent. Mais on a l'impression qu'ils sont sur le bord. Mais c'est-à-dire, je ne dirais pas que ça les démange quand même, parce que je pense qu'ils n'ont aucune envie de verser dans une guerre. Mais comment ? Ils n'ont aucune envie de faire la guerre, mais en revanche, ils sont absolument conscients, et beaucoup plus que nous ne le sommes ou qu'on ne l'est à Washington, ça c'est clair depuis les dernières semaines et depuis le sommet de Vilnius, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de la dangerosité extrême de ce régime et du fait que peut-être on ne pourra pas, si vous voulez, éviter une confrontation directe et globale. Nous n'en savons rien. De ce que nous voyons, c'est que des Occidentaux qui freinent au maximum et qui passent leur temps à répéter qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie, qu'ils ne veulent pas d'escalade, une Russie qui escalade et qui, en fait, sait qu'elle a un avantage important parce qu'elle est prête à utiliser la force militaire et à monter dans l'utilisation de cette force. Et donc, les Polonais, d'une certaine manière, là où vous avez raison, c'est qu'ils sont aussi prêts. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'ils sont persuadés que si la question russe n'est pas résolue d'une manière ou d'une autre, la question de l'agressivité de ce régime, de toute manière, on ira vers une forme de conflit généralisé, ou que ce soit d'une manière rampante ou si vous voulez, progressive. Donc c'est pour ça que les Polonais, aujourd'hui, renforcent leur dispositif. Ils le font par mesure de précaution. Ils ont vécu depuis 2 ans à peu près une montée en puissance de la tension sur leurs frontières, avec les Loukachenko qui envoyait des migrants qu'il fait venir de manière absolument délibérée du Moyen-Orient pour qu'ils passent la frontière et donc pour déstabiliser la frontière orientale de l'Union européenne, provoquer des problèmes entre la Pologne et ses alliés. On a vu d'ailleurs que ça en provoquait, puisque la Pologne a voulu... Ça a fonctionné. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une grosse tension. Les Polonais sont aussi extrêmement inquiets du fameux corridor de Suwałki qui mène, comme vous savez, qui est un corridor, en fait, qui mène... un corridor polonais qui mène à l'enclave de Kaliningrad. Et cette enclave de Kaliningrad, qui est russe, se retrouve en territoire OTAN, si je puis dire. Complètement. Et donc, avec une Biélorussie qui montre des signes d'agressivité, qui a déployé Wagner dans la région, avec Loukachenko qui s'amuse en disant attendez, mais vous savez, Vladimir Vladimirovitch, je dois les retenir parce que Wagner veut aller en découdre avec les Polonais parce qu'ils estiment qu'ils se sont conduits de manière absolument ignoble en
en armant, puisqu'ils sont au premier rang Absolument. pour armer l'Ukraine, et ils sont le meilleur soutien de l'Ukraine. Donc il y a des accusations en série, il y a tout un travail en fait de déstabilisation psychologique. On est dans la guerre psychologique, et c'est vrai que Vladimir Poutine, c'est le maître de l'opération spéciale. Pourquoi il a appelé finalement cette guerre une opération spéciale ? C'est parce qu'au fond, lui, la seule chose qu'il sait vraiment faire en tant qu'ancien agent du KGB, c'est l'opération spéciale. Et on a une guerre de haute intensité aujourd'hui en Europe, mais il la mène comme une opération spéciale. Et il excelle là-dedans. Laure Mondeville, alors vous nous avez expliqué qu'effectivement c'est très difficile d'avoir des infos fiables en provenance de Russie. En revanche, vous avez forcément plus d'infos fiables en provenance d'Ukraine, ne serait-ce que parce que vous avez coécrit ce livre avec quelqu'un qui habite toujours à Kiev, hein, j'imagine. Monsieur Sigov est toujours là-bas, et c'est avec lui que vous avez longuement discuté, vous l'avez vu au téléphone pendant des centaines d'heures, etc. D'où ce livre, Quand l'Ukraine se lève. Est-ce que vous êtes, tout comme nous, fasciné par la capacité d'encaisser des Ukrainiens, et aussi d'une certaine manière leur courage un peu déraisonnable, parce que sur le papier, ils sont obligés de perdre contre la Russie. Ils ne sont que 40 millions, ils sont 140 millions. Enfin bon, voilà, c'est le petit poucet contre l'ogre. Et néanmoins, d'ailleurs vous le montrez aujourd'hui encore dans le Figaro sur cette double page sur l'armée citoyenne ukrainienne. Ils sont assez sidérants, ces gens-là. Comment vous expliquez ça ? Ça veut dire qu'ils ont une rancœur historique tellement ancienne contre les Russes qu'ils sont prêts à tout ? Oui, je crois qu'il y a deux choses. C'est la résistance tout à fait extraordinaire qui me fascine, comme elle semble vous fasciner, Bernard Poirette. Elle n'est pas seulement due à une question de rancœur vis-à-vis de la Russie. Bien sûr que les Ukrainiens veulent absolument bouter l'envahisseur traditionnel qui n'a cessé, en fait, historiquement, de revenir pour essayer de les écraser, mais c'est aussi parce que l'Ukraine veut vivre. Et qu'aujourd'hui, c'est sa survie qui est en cause. Et je crois que si les Ukrainiens aujourd'hui se battent avec une telle ferveur, c'est parce qu'ils se sentent menacés. C'est-à-dire menacés dans leur existence. Si les Russes gagnent, absolument, ils n'existeront plus. Oui, et je pense qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort du tout, ils ont même raison, parce que c'est ce que disent les officiels russes à longueur de journée, tous les jours, que ce soit Vladimir Poutine sous une forme ou sous une autre, ses ministres, Dimitri Medvedev, etc., répètent en fait que l'Ukraine n'existe pas. Et que l'Ukraine, en fait, c'est une partie historique, en réalité, de la Russie. Et c'est vrai que, et que les Ukrainiens, bien sûr, sont en marche historiquement en tant que nation depuis très longtemps. Et moi, c'est ce que j'ai découvert, que j'avais déjà entrevu dans les 30 dernières années, parce que c'est pas ma découverte de l'Ukraine ne date pas d'hier. J'ai découvert l'Ukraine depuis 1990, en fait. Mais c'est vrai que historiquement, quand on se penche dans l'histoire de l'Ukraine, c'est un peuple qui a eu beaucoup de difficultés, qui a été, mais qui est en marche, en fait, pour avoir son indépendance et sa souveraineté depuis très longtemps. Et c'est ça que j'ai découvert en écrivant ce livre avec Konstantin Sigov, et qui explique la force de cette résistance. Ce qui explique aussi la force de cette résistance, c'est qu'en fait, même si l'État est tout neuf, il n'a que 30 ans, enfin un peu plus. Oui, un peu plus. Un peu plus. Cet État... Il a été devancé donc au cours des siècles par une société, par une nation qui a progressé, qui a toujours été à l'avant. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant quand vous allez en Ukraine, c'est que vous voyez que la société est complètement sur le front. Elle est à l'arrière ou à l'avant. Ce que je raconte dans cet article, c'est que vous avez des bataillons de volontaires qui sont des gens qui sont venus du corps professoral, des milieux artistiques, des architectes, des ingénieurs, et qui sont partis pour défendre leur pays, mais c'était au départ des citoyens. Ils sont devenus des bataillons volontaires qui ont été ensuite intégrés au sein de l'armée. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils symbolisent cette espèce de cette résistance beaucoup plus vaste qui est celle de l'Ukraine. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça peut ressembler à David contre Goliath ou le petit poussé contre l'ogre, mais
il ne faut pas oublier quand même que les Ukrainiens ont très bien résisté jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Aujourd'hui, ça ressemble à une sorte de guerre de position de la Première Guerre mondiale, de tranchées, d'artillerie, etc. C'est absolument abominable. Et il y a des historiens de la Première Guerre mondiale qui sont fascinés, parce qu'ils ont l'impression de voir ce qui se passait en 14-18. Mais ce que je pense, c'est que la gravité du moment... Il y a deux choses, c'est que nous ne savons pas comment tout ça va finir. Non. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Occident, pour l'instant, ne s'est pas complètement impliqué dans ce conflit. C'est-à-dire qu'au fond, l'Occident ne considère pas que le défi russe aujourd'hui est un défi qui est semblable à celui qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sinon, il s'engagerait. Ben oui, mais c'est ce que lui reproche Zelensky, d'ailleurs. Exactement. Zelensky revient de Vilnius, la queue entre les jambes. On veut pas de lui dans l'OTAN, et c'est normal, parce que s'il intègre l'OTAN, il faut qu'on parte faire la guerre contre les Russes, selon le principe d'entraide mutuelle. Il rentrera jamais dans l'OTAN, l'Ukraine, en tout cas pas dans l'état actuel des choses. Moi, je pense qu'ils mais oui, mais le finiront par problème, rentrer. c'est que s'il est tout seul, on ne peut simplement lui fournir des armes, c'est tout. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que, moi je fais partie des gens qui ont été déçus par la formulation du sommet de Vilnius. Et il me semble que les messages qui ont été envoyés ont été des messages extrêmement timorés. Extrêmement mitigés, attentistes. Et du coup, c'est vrai que Vladimir Poutine, donc effectivement, les Ukrainiens ont reçu le message, et vous avez bien vu que quand même, la pilule est amère et difficile à avaler. Mais je crois que ceux qui ont aussi reçu le message 5 sur 5, ce sont les Russes et c'est Vladimir Poutine. Et cet homme, en fait, quand on parle des atouts de Vladimir Poutine, il y en a plusieurs. Mais je pense que le principal atout sur lequel il mise, c'est la faiblesse de l'Occident. C'est que cet homme est absolument convaincu qu'il finira par l'emporter, que nous sommes au fond incapables d'aller à la confrontation, qu'on est un ventre mou. Regardez l'histoire du grain et de la mer Noire. Oui. Il menace aujourd'hui de bombarder, de couler les cargos. Voilà. Et si des bateaux donc de guerre occidentaux décidaient d'accompagner ces cargos, ce qui pourrait être absolument justifié, et une mesure que pourraient décider les Occidentaux, les Turcs ont menacé de le faire d'ailleurs. Je ne sais pas où ils en sont de ce type de confrontation, pour l'instant ils n'ont rien fait, mais on voit bien que là, on est dans une espèce de bras de fer psychologique. Et lui, quand il voit qu'on se couche et que maintenant il est en train de bombarder les voies du Danube après avoir bombardé la mer Noire. Donc maintenant, il y a les Lituaniens qui, eux, ne veulent pas se coucher. Parce qu'il y a cette Europe orientale, elle ne veut pas se coucher, qui disent qu'ils passent par chez nous. Donc, est-ce qu'ils vont menacer de bombarder les ports de la Baltique ? Donc on voit bien que peu à peu on va finir. Moi, ma conviction, c'est que si on laisse cette affaire pourrir et cette escalade continuer sans y mettre un terme, on s'orientera de toute manière vers des lendemains vraiment qui déchantent en Europe. Ça va être un conflit qui va nous miner pour extrêmement longtemps, et peut-être qu'on ira de toute façon à cette confrontation. Et ce sera ma dernière question en forme de constatation. Il n'y a aucune chance que ça décante, dans la mesure où face à face, on a M. Poutine et M. Zelensky. M. Poutine qui ne veut rien entendre et qui est sûr de son bon droit et de sa force militaire, et M. Zelensky qui dit que le Donbass lui appartient, tout comme la Crimée, et que le préalable à toute négociation, c'est qu'on lui rende tout ça. Donc c'est fini, il n'y a rien à discuter, il y a juste à faire la guerre, jusqu'au bout. Mais je pense qu'il faut aider les Ukrainiens, et qu'il y a eu des erreurs absolument majeures qui ont été faites par les Occidentaux dans le retard avec lequel ils ont envoyé les armes, qu'ils ont fini finalement par envoyer, et ils sont tout le temps en retard, semble-t-il, d'un envoi ou d'une opération. Et regardez, ils ont laissé 9 à 10 mois aux Russes pour construire une grande muraille défensive qui s'étale sur 3 énormes lignes, et qui est quasiment insurmontable aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, les Ukrainiens, parce qu'ils ne sont pas complètement fous, et ils ne partent pas, si vous voulez, à l'attaque, parce qu'ils ont besoin de support aérien
pour arriver à percer ces lignes. Sinon, Et ils auront des ça sera F-16 une avant la fin de véritable, comment dire, suicide. Et c'est vrai que je pense que Poutine mise aussi là-dessus, c'est-à-dire il mise sur le temps. Il pense que le temps joue pour lui, et c'est vrai que le temps joue pour lui si nous ne réagissons pas. Et donc nous avons une responsabilité absolument majeure, et c'est vrai qu'aujourd'hui la situation n'est pas rose, elle est plutôt très sombre, parce que les Américains vont entrer en campagne électorale, et c'est un autre atout, là aussi, pour Vladimir Poutine.